Bien, rebonsoir. Donc, ravi de vous retrouver après cette grande interruption due à la pandémie. Comme je disais précédemment, la conférence de ce soir était prévue au mois de janvier et elle s'inscrit dans le 150e anniversaire de la guerre de 70. Et elle se déclinera en 3 conférences. Celle-ci donc sur la guerre proprement dite de 1870. Le mois prochain, vous l'avez dans vos programmes, le mois prochain c'est sur la Commune de Paris. Et le mois de décembre, ça sera sur un peintre qui est mort à la guerre de 70 à Bonnard-Hollande dans le Loiret. Donc si ça vous intéresse, ces 3 conférences sont bien dans cet anniversaire du 150e anniversaire. Je disais aussi qu'on avait prévu un autre conférencier qui malheureusement a eu un problème de santé et il n'a pas pu honorer cette conférence. Et à la dernière minute, nous avons M. Chabin, qui est le responsable de ce musée-là, je vous ai distribué, à Loigny-la-Bataille, dans l'Eure-et-Loire, il va vous le dire, qui a bien voulu donc assurer cette conférence, et je l'en remercie au nom de vous tous et de l'Université populaire. Donc je vous souhaite une très bonne conférence, et je vous dis à tout à l'heure. Donc on poursuit par une petite heure de conférence suivie de questions. Malheureusement, pour ceux qui étaient habitués, on avait l'habitude de faire un petit goûter à la suite de la conférence. Donc, pour des raisons que vous savez, on n'a pas le droit de le faire, donc on n'en fera pas ce soir. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous, enfin bonsoir, bien maintenant, je pense qu'on peut le dire. Est-ce que vous voyez tous bien l'écran qui est derrière moi? Très correctement. Ça va? Vous préférez qu'on éteigne les lumières? Est-ce que c'est comme ça? C'est mieux comme ça? Oui, bien. Bon, parfait. Donc je vais me présenter, donc oui, je suis M. Chabin, donc responsable du musée de la guerre de 1870 à Loigny-la-Bataille, qui est un petit village de 200 âmes au sud de l'Eure-et-Loire. Et donc déjà, première information, Loigny-la-Bataille, sud de l'Eure-et-Loire, 1870, oui, on s'est battu dans l'Eure-et-Loire, alors que souvent de cette guerre de 1870, on en a l'image de combats à la frontière avec l'Allemagne, à Sedan dans les Ardennes, et parfois on évoque le siège de Paris, mais il faut savoir que de nombreux combats ont eu lieu sur notre territoire. Quand je dis notre territoire, c'est la plaine de Beauce, et c'est ce qu'on aura l'occasion d'y revenir pendant la conférence. Alors cette guerre de 1870, c'est d'abord la rencontre entre 2 projets politiques, puisque en 1870, la France est dirigée par un homme, celui-ci, Napoléon III, empereur de son État, qui dirige la France depuis 1848, puisqu'il a été élu comme président de la Deuxième République, puis a gardé le pouvoir en faisant un coup d'État le 2 décembre 1851. Et la nature du régime s'est transformée en un empire, le Second Empire. Louis-Napoléon Bonaparte a donc pris le nom de règne de Napoléon III. Et sous son règne, la France est redevenue une grande puissance d'un point de vue militaire, diplomatique, économique. Pourquoi je dis redevenir? Puisque ce rang, la France avait un peu perdu, notamment suite au congrès de Vienne et à la défaite des armées de son oncle, Napoléon Ier. Donc tout irait bien dans le meilleur des mondes, sauf que de l'autre côté du Rhin, vous avez un royaume qui a une politique étrangère de plus en plus agressive, notamment sous la houlette de cet homme-là, un dénommé Bismarck, qui n'est pas un souverain, mais qui est un ministre-président, on pourrait dire aujourd'hui un chancelier ou un premier ministre. Premier ministre de cet homme-là, le roi Guillaume de Prusse. Et le projet de Bismarck en matière de politique étrangère, c'est d'unifier les États allemands. Puisque si vous ouvrez aujourd'hui, ouvrir un atlas, aujourd'hui on dirait que personne n'utilise un atlas, mais peu importe. À cet endroit-là, aujourd'hui, il y a l'Allemagne telle qu'on la connaît. Sauf qu'en 1862, elle n'existe pas encore. Et le but justement donc, de Bismarck, c'est d'unifier tous ces États allemands, et évidemment si possible sous le contrôle
du royaume de Prusse. Donc Bismarck va fonctionner en plusieurs étapes. La première étape va être de chasser l'Empire d'Autriche des affaires allemandes. C'est ce qui se produit après la bataille de Sadova en 1866, où vous allez le voir sur la carte derrière moi, la Prusse va réussir à contrôler, via une confédération, une grande partie des territoires du nord de l'Allemagne. Donc l'unification est en route, mais pour qu'elle soit parfaitement complète, il faut rattacher les États du Sud, et notamment celui-ci, la Bavière, qui est un État catholique, alors que la Prusse est majoritairement protestante, et qui est une ancienne alliée de l'Autriche. Et pour cela, Bismarck va avoir une idée assez simple, c'est de créer une guerre contre un ennemi commun, pour que, face à cet ennemi commun, les États du Sud, se sentant menacés, viennent se placer sous la protection de la Prusse au nord. Et vous avez tout de suite compris que cet ennemi commun, il s'agit de notre beau pays. Sauf que pour que le plan de Bismarck fonctionne, il faut que ce soit la France qui soit l'agresseur. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, Bismarck va utiliser un incident diplomatique qui au début peut paraître assez bénin, va l'instrumentaliser pour faire en sorte que cet incident diplomatique dégénère et provoque un conflit avec la France. On le voit ici, Bismarck agir dans le dos de son souverain, le roi de Prusse, Guillaume, et c'est assez révélateur de ce qui s'est passé dans les faits. Puisque Bismarck va proposer en douce la candidature d'un prince prussien au trône d'Espagne, qui à l'époque est vacant. Et évidemment, les Français, quand ils l'apprennent, l'idée d'avoir des Prussiens de l'autre côté des Pyrénées, alors qu'ils ont déjà peur des Prussiens de l'autre côté du Rhin, ne les enchante qu'assez peu. Donc la France réagit vivement, menace la Prusse d'un conflit, et l'ambassadeur de France, le petit monsieur chauve, mais à son image derrière moi, va aller rencontrer le roi de Prusse, qui est à cette occasion en train de prendre les eaux dans la ville d'Ems, en Allemagne. En Allemagne aujourd'hui. Et le discours est assez simple: Majesté, si vous maintenez la candidature du prince prussien, la France vous déclarera la guerre. Sauf que dans les faits, Guillaume va accepter. Guillaume accepte, retire la candidature du prince prussien. La France remporte donc un succès diplomatique sur la Prusse important. La France tente de pousser son avantage, demande des garanties pour l'avenir, et Guillaume de Prusse leur répond: écoutez, j'ai déjà fait reculer une première fois, je ne pouvais pas m'engager pour l'avenir, la situation, l'incident est clos, et on en restera là. Et il informe Bismarck dans une dépêche envoyée depuis la ville d'Ems, la fameuse dépêche d'Ems, la situation. Donc quand Bismarck reçoit cette dépêche, il est extrêmement déçu, puisqu'il voit une occasion de provoquer un conflit contre la France qui est en train de lui échapper. Qu'à cela ne tienne, il prend la dépêche et on dit qu'il la réécrit. Il la réécrit pas véritablement, mais il la condense. Tout ce qui était apaisant dans la dépêche, il l'enlève. Ce qui fait qu'au final, après ce travail de réécriture, si on peut dire, la dépêche a un ton quasiment très dur à l'égard des Français. Et la formule de Bismarck était que cette dépêche, qu'il va diffuser à tous les journaux et à toutes les ambassades d'Europe, aura l'effet d'un chiffon rouge sur le taureau gaulois. Et effectivement, le taureau gaulois va tomber dans le piège, puisque quand la nouvelle est connue à Paris, la population parisienne et la population des grandes villes va réagir assez vivement. Et Napoléon III, qui est malade, pas forcément bien conseillé, va être en quelque sorte piégé et va déclarer la guerre à la Prusse, pense-t-il, contraint par son opinion publique. Et donc le 19 juillet, la France déclare la guerre à la Prusse, et vous allez voir que dès les premiers jours de conflit, les États du Sud se rallient à ceux du Nord, puisqu'ils étaient en fait, Bismarck avait passé des traités d'alliance défensive. Et donc les États du Sud étant, la Prusse étant attaquée, les États du Sud se sont alliés. Donc en fait la France va se retrouver seule, sans aucun allié en Europe, face à une coalition d'États allemands, puisqu'on peut citer la Prusse qui est le principal adversaire, mais vous allez aussi avoir des Bavarois, des Württembergeois, des Badois, des Hessois, etc., etc.
Et très rapidement, donc, le conflit va s'ouvrir sur le front Est à partir du 4 août, à partir du début du mois d'août. Dans un premier temps, on va mobiliser les troupes de chaque côté. Et il faut bien reconnaître que la mobilisation se passe beaucoup mieux du côté allemand, prussien et allié, que du côté français, notamment parce que le chemin de fer y est beaucoup plus performant, certains diront déjà. Donc au final, les Prussiens réussissent à réunir 450 000 hommes, là où les Français réussissent, 400 000, 450 000, ça dépend des sources, là où les Français péniblement opposent 250 000 soldats. Donc dès le début de la guerre, les Français vont combattre quasiment à 1 contre 2. D'autant que d'un point de vue purement organisationnel, l'armée française, ses principaux théâtres d'opération depuis une dizaine d'années, c'est le Mexique et l'Algérie. C'est-à-dire des terres extra-européennes, des armées extra-européennes, alors que les Prussiens, eux, ont une expérience du feu beaucoup plus récente, puisque je vous l'ai dit, en 1866, ils ont déjà combattu contre l'Autriche, qui elle est une armée européenne bien organisée. Donc leur expérience du feu va faire également la différence. Et puis l'armement, puisque si les Français ont de très bons fusils, les fameux fusils chasse-peau, ils ont des canons moins performants, qui tirent 2 fois moins loin que les canons prussiens, et surtout qui sont 2 fois moins nombreux. Donc des officiers moins bien préparés, un armement défaillant par rapport aux armes à l'armement prussien, et puis un nombre de soldats moins important, ce qui fait que dès le 4 août, les troupes françaises vont être bousculées en Alsace. Je vous montre juste une petite anecdote, mais qui est très révélatrice. L'un des premiers combats a lieu à la bataille de Wissembourg. Et vous voyez ici le 7e corps, commandé par un général failli, sous les ordres du maréchal MacMahon, ne lui porte pas secours, tout simplement parce que les 2 officiers se détestent. Donc ce qui fait que et dans une armée, ce genre de guéguerre entre officiers généraux est très fréquent. Du coup, ça n'arrange pas les affaires françaises. Donc vous allez voir sur la carte, les Prussiens rentrent en Alsace, après la défaite de Wissembourg. Ils enfoncent le clou à Freuschwiller-Wörth, qui est une bataille plus connue sous le nom de Reichshoffen. Vous avez des cuirassés français qui sont obligés de se sacrifier littéralement pour dégager le reste de l'armée française. Et puis vous avez également une armée prussienne qui va rentrer en Lorraine, après notamment la bataille de Spicheren-Forbach le 6 août. Donc 3 premiers combats, 3 premières défaites pour l'armée française. Et Napoléon III va ordonner à ses troupes de se replier vers l'ouest, sur la Marne, à Châlons, tout simplement pour créer un barrage militaire pour protéger la capitale. Ce qui sera fait en 14-18, mais avec plus de succès en 14-18. Puisque là, sur le chemin de Verdun et puis de Châlons, vous avez une des parties de l'armée française qui est attaquée au sud de Metz, à Borny-Colombey. Et vous avez là, d'un point de vue tactique, une victoire française. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'armée française est maître du champ de bataille au soir de la bataille. Sauf que, ayant été retardée de 24 heures, ça a permis à la 2e armée prussienne de la dépasser par le sud et de l'attendre de l'autre côté de la Moselle. Donc vous avez là typiquement une victoire tactique qui se transforme en défaite stratégique. Nouveau combat sous Metz, le 16 août, bataille de Rezonville-Marsatour, l'une des dernières grandes batailles de cavalerie de l'histoire, qui se termine là aussi par une victoire tactique française. Et là, notre ami Bazaine, le maréchal qui commande cette armée, a 2 solutions. Soit il contre-attaque les Prussiens, c'est faire preuve d'audace, ce ne sont pas ses ordres, mais cette audace-là aurait permis, d'après les chroniques militaires allemandes, de repousser les Prussiens. Pourquoi? Parce que les Prussiens ont perdu beaucoup d'hommes, ils sont épuisés, ils sont au bord de la rupture, et une contre-attaque les aurait très certainement fait reculer. Il aurait pu choisir la prudence, c'est se retirer vers Verdun puis vers Châlons comme c'était ses ordres,
Sauf qu'il ne va faire ni l'un ni l'autre, mais il va décider de s'appuyer sur Metz. Et après la bataille de Gravelotte, le 18 août, vous avez 110 000 hommes de l'armée française qui se retrouvent piégés, puisque les Prussiens, comme Bazaine, s'est appuyé sur Metz, enfermé dans Metz. Les Prussiens en profitent, encerclent la ville, et vous avez 110 000 hommes, avec bagages et officiers, qui se retrouvent prisonniers de la citadelle, et qui vont évidemment manquer à l'effort de guerre français. Donc le 21 août, on est toujours sans nouvelles de Bazaine, et vous avez une partie de l'armée qui a quand même réussi à rejoindre Châlons. Sauf qu'on est sans nouvelles de Bazaine, donc Napoléon III, qui à ce moment-là est très malade, à qui on a clairement demandé de ne pas rentrer dans Paris par crainte d'émeutes, se retrouve, bon gré mal gré, obligé de repartir dans l'Est pour marcher à la rencontre de Bazaine. Et donc là, il faut s'arrêter 5 minutes, parce que vous avez des soldats qui ont marché plusieurs centaines de kilomètres pour aller à la frontière se battre contre la Prusse, qui ont été repoussés, qui ont fait plusieurs centaines de kilomètres dans l'autre sens. Et là, on leur redemande de faire plusieurs centaines de kilomètres, cette fois-ci pour remarcher à nouveau dans l'Est. Le tout avec 30 kg de matériel sur le dos, par une chaleur accablante, puisqu'au mois d'août 1870, il fait très chaud dans le pays. Donc évidemment pas des conditions optimales, et quand on rajoute à ça que le mouvement de l'armée française est annoncé dans la presse française, et que la presse française tombe dans les mains des Prussiens, forcément les Prussiens ne laissent pas passer leur chance, viennent à la rencontre des troupes françaises, et vont les pousser tout doucement vers la ville de Sedan. Pourquoi Sedan? Parce que c'est une frontière neutre, et donc l'armée française naturellement va être piégée. Et donc là vous avez un chef-d'œuvre tactique de la part et stratégique de la part de l'armée prussienne qui va réussir à enfermer l'autre moitié de l'armée française dans Sedan, où elle va être pilonnée, assiégée, pilonnée, et où l'armée française va finalement capituler le 2 septembre 1870. Et alors là, les Prussiens sont abasourdis de découvrir que les Français capitulent, ça, ils s'y attendaient, mais surtout qu'à leur tête, il y a encore Napoléon III qui est présent à Sedan. Et donc non seulement ils capturent une partie de l'armée française, mais ils capturent le souverain français. C'est seulement dans la 4e fois dans l'histoire de France qu'un souverain est capturé sur un champ de bataille, ce qui montre un petit peu plus encore l'étendue du désastre. Puisque en 6 semaines, l'armée française, qui était réputée la meilleure armée du monde, va être balayée par les troupes prussiennes et leurs alliés. À ce moment-là, les Prussiens, Bismarck va rencontrer Napoléon III, va tout faire pour l'influencer, pour le convaincre de ne pas capituler d'un point de vue politique, de revenir à Paris et de reprendre sa place, sauf que Napoléon III refuse, déclare qu'il a capitulé et qu'il faut désormais négocier avec la régente, qui est donc l'impératrice Eugénie, qui elle est restée à Paris. Donc les Prussiens pensaient que la guerre allait se terminer à ce moment-là. On va voir que l'on est tout autrement. Alors, le 4 septembre, donc le 2 septembre, défaite de Sedan, Napoléon III capturé, Napoléon III capitule. Il est emmené en captivité en Allemagne, dans un beau château, il n'est pas mis dans une geôle. Et à ce moment-là, à Paris, on apprend la défaite de Napoléon III, sa capture, et l'opposition politique à Napoléon III, c'est-à-dire les Républicains, en profitent. Une journée révolutionnaire a lieu le 4 septembre et Napoléon III est déchu de son pouvoir et un gouvernement républicain est proclamé, mais pas que n'importe quelle sorte de gouvernement, un gouvernement de défense nationale qui proclame donc la poursuite de la guerre contre l'occupant prussien. Et à ce moment-là, vous avez une armée qui se forme dans Paris et les Prussiens réagissent très rapidement en assiégeant la capitale
qui est coupé du reste du pays à partir du 18-19 septembre 1870. Donc l'armée la guerre qui était une guerre dans l'Est, voit son centre de gravité être déplacé et se recentrer sur Paris. Et évidemment, ça va dépasser la simple région parisienne, puisque entre le 6 et le 10 octobre, il y a une partie des troupes qui va descendre sur notre territoire. Vous avez des combats qui éclatent à Arpajon, Ably, Étampes, qui sont des villes qui doivent, en Gerville, qui doivent faire écho. Toury-Artenay, et le 11 octobre, c'est la ville d'Orléans qui est occupée par les Prussiens avec une forte charge symbolique, puisque Orléans n'est pas une ville comme une autre. C'est une ville joannique, et donc pour les Prussiens, occuper la ville de Jeanne d'Arc, ça a un sens, puisque les Prussiens, là aussi, je vous le rappelle, sont protestants. Donc la situation n'était pas brillante, elle l'est encore moins, et le 13 octobre 1870, malgré cette situation catastrophique, Gambetta, ministre du gouvernement de défense républicaine, décide d'organiser des armées de secours. Alors Gambetta, vous connaissez je pense son visage, on connaît tous son nom puisque on a tous connu une rue, une avenue, une ruelle, une impasse, une place, des boulevards Gambetta, sauf qu'on ne sait jamais trop bien qui c'est, ni ce qu'il a fait dans sa vie. Donc Gambetta, c'est un avocat, un opposant au régime de Napoléon III, qui devient l'un des principaux membres du gouvernement de défense nationale à partir de septembre 70. Et donc lui, son idée, Gambetta qui croit très fermement à l'idéal révolutionnaire, au peuple en armes, à l'esprit de la Révolution française, de ces soldats qui se sont levés pour chasser l'occupant en 1793, ces citoyens soldats pensent pouvoir créer des armées de secours. Alors en attendant, comme il est dans Paris, c'est pas évident de faire grand chose puisqu'il est assiégé, donc il va quitter Paris. Pour quitter Paris assiégé, il va emprunter un ballon monté, une montgolfière. L'image est assez connue, on voit Gambetta qui monte au pied de Montmartre dans une montgolfière qui décolle, avec l'objectif de rejoindre Tours. Manque de chance, le vent souffle dans l'autre sens, donc il va atterrir à Compiègne, ce qui est embêtant quand on veut aller à Tours. Mais finalement, il va réussir. Alors en plus, il atterrit dans les arbres, il manque de mourir, il est pourchassé par des hulans prussiens. Finalement, il réussit quand même à s'échapper, à rejoindre Tours, et depuis Tours, il déploie une énergie assez folle pour mettre sur pied des armées de secours qui sont composées de briques et de broc, de soldats qui n'ont pas été encore engagés, de soldats qui ont été rappelés d'Algérie, de soldats mobilisés pour l'occasion, avec un armement très hétéroclite qui fait... vous avez des dizaines de fusils différents, puisqu'on va les racheter des fusils à l'étranger, notamment aux États-Unis. Donc on a des armes qu'on a l'habitude de voir dans les westerns, les Colt, les Remington, toutes ces armes-là qui finalement arrivent en Beauce et dans tout le reste du pays en 70. Et donc ces armées de briques et de broc s'organisent comme elles peuvent, avec en parallèle des francs-tireurs qui sont des soldats qui s'habillent, s'équipent à leurs frais et qui combattent en parallèle de l'armée régulière. Notamment dans la ville de Châteauneuf, vous avez une bande de francs-tireurs qui est établie et qui va faire énormément de ravages du côté des Prussiens, qui les surnomment, les Prussiens les surnomment les hirondelles de la mort, pour vous dire un petit peu, vous donner une idée un petit peu de ce qui se passe dans leur esprit quand on évoque les francs-tireurs. Donc le pays reprend un peu espoir, des armées de secours se forment, sauf que le 27 octobre, à Metz, le maréchal Bazaine capitule. Bazaine, toute l'armée française qui était basée à Metz est faite prisonnière, est emmenée en Allemagne, 110 000 hommes, sauf les officiers qui ont le droit de rentrer chez eux en faisant le serment de ne pas se réengager contre les Prussiens. Et c'est assez catastrophique pour nos affaires, puisque la deuxième armée qui encerclait Metz n'a plus de raison d'être, donc évidemment elle est redéployée sur Orléans. Donc Bazaine, on le voit ici avec les troupes qui rentrent dans Metz, et on voit ici les soldats de l'armée de la Loire qui découvrent
la capitulation de Bazaine et qui comprennent que bientôt ils auront une armée beaucoup plus conséquente en face d'eux. C'est pour ça que pour les républicains, Bazaine a incarné le traître, puisqu'en plus il a plus ou moins louvoyé pour essayer de trouver une solution à part avec Bismarck. Je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas il est considéré comme le traître. Il sera jugé après la guerre de 1870, condamné à mort. Il ne sera pas exécuté parce que le président de la République, qui à cette époque-là est le maréchal MacMahon, qui lui a été vaincu à Sedan, va gracier celui qui a capitulé à Metz. Bref. Il sera condamné à une peine de prison, mais il s'évadera. Plus exactement, on va lui ouvrir gentiment la porte et on va lui permettre de sortir. Et il refinira sa vie en exil en Espagne. Alors en attendant que cette deuxième armée arrive sur notre terrain d'action, l'armée française passe à l'attaque et remporte une victoire à Coulmiers. Alors Coulmiers, c'est un petit village à quinzaine de kilomètres à l'ouest d'Orléans. Et donc Orléans va être libéré, et c'est la première victoire de la guerre de 1870 côté français, mais la première victoire républicaine. Et ça a un sens aussi, parce que pour Gambetta, c'est la preuve que ces armées de secours peuvent être efficaces. Sauf que ce qu'il ignore, ou en tout cas ce qu'il feint d'ignorer, c'est que à Coulmiers, les Français ont remporté une victoire, certes, mais à 3 Français contre un Bavarois. Sachant que les Bavarois ne sont pas les soldats les plus efficaces en 70. Donc évidemment, les officiers français en ont conscience et ils savent pertinemment que quand ils vont rencontrer des troupes françaises, des troupes prussiennes, pardon, en nombre équivalent en phase 2, la donne sera complètement différente. Malgré cela, donc ça traînasse pendant tout le mois de novembre, les Français restent sur leur position, se retranchent autour d'Orléans, on lève de nouvelles troupes, mais les Prussiens ont bien compris qu'il y avait un danger sur la Loire, donc ils s'organisent eux aussi de leur côté. Et il faut attendre la fin du mois de novembre pour que les Français passent à l'offensive. L'offensive, c'est quoi? C'est de remonter vers le nord pour libérer le siège de Paris. Pourquoi à la fin du mois de novembre? Puisqu'à la fin du mois de novembre, il y a aussi une tentative de sortie de l'armée de Paris du côté de Champigny-sur-Marne et de Brie-sur-Marne, au sud-est de Paris, à est-sud-est de Paris. Donc le but, c'est de tendre la main au général Ducrot qui est en train d'essayer de sortir de Paris. Sauf que sur la route de Paris, par le chemin de Fontainebleau, l'armée française est battue à Beaune-la-Rolande. Le conférencier M. Richard qui devait intervenir est natif de Beaune-la-Rolande et donc connaît cette bataille par cœur. Moi je la connais beaucoup moins bien. L'armée française est battue, repoussée, et c'est au cours de cette bataille que va mourir Frédéric Bazigne, l'un des peintres les plus célèbres du XIXe siècle, sur lequel vous aurez une conférence, si j'ai bien compris, dans quelques semaines ici même. Donc cette aile droite est repoussée, l'aile gauche, elle, va attaquer en direction de Paris en traversant la plaine de Beauce et va se retrouver face à l'armée prussienne, et entre les deux, le petit village de Louagny. Alors je ne vais pas vous faire dans le détail la bataille de Louagny, ça n'aurait pas beaucoup de sens parce qu'il faut connaître un petit peu les lieux. Sachez simplement que c'est une bataille qui a fait 9000 victimes en 10 heures de combat, 5000 du côté français, 4000 du côté prussien, et qu'elle est restée dans l'histoire plus qu'une autre parce que cette bataille militaire tout à fait classique s'est transformée d'un seul coup en un épisode quasi mystique. Je vous l'explique rapidement. À un moment donné, vous avez des troupes françaises qui tiennent la ligne de front et la ligne d'artillerie, mais qui se retrouvent pris sous une pluie d'obus et qui, comme ils ont une expérience du feu très limitée, sont contraints de battre en retraite. À ce moment-là, c'est toute l'armée française qui risque d'être enfoncée, toute l'artillerie qui risque d'être capturée. Et là, vous avez une poignée d'hommes, ici, qui va se sacrifier en chargeant en direction de Louagny,
en repoussant les Prussiens pendant quelques instants, ce qui va permettre à toute l'armée française et à toute l'artillerie de se dégager. Et cette charge, elle est menée entre autres par un général, le général de Senlis, qui va être blessé sur le champ de bataille, et par le général de Charette et ses volontaires de l'Ouest, qui sont pour la plupart d'anciens zouaves pontificaux. Alors c'est quoi ces drôles de zouaves? Ce sont des soldats qui ont combattu pendant une dizaine d'années au service du pape Pie IX, qui ont combattu en Italie pour l'indépendance politique du pape. Vous savez qu'à l'époque, l'Italie c'est comme l'Allemagne, ça n'existe pas au sens où on la comprend aujourd'hui, mais c'est une mosaïque de différents États, parmi lesquels le royaume du Piémont, la Prusse du Sud, si on peut dire, cherche à unifier tout le royaume d'Italie. Sauf que ça passe par l'annexion des États pontificaux. Et ça, les catholiques français et européens, ils sont vivement opposés. Donc il y a beaucoup de volontaires français, belges, hollandais qui viennent se battre aux côtés du pape. Sauf qu'en malgré tous leurs efforts, en 1870, Rome tombe. Le pape se considère comme prisonnier au sein du Vatican. Et donc les ordres pontificaux sont remerciés et reviennent se battre, reviennent en France. Et leur commandant, un certain Charette, décide de se mettre au service de la République, de proposer ses services aux armées de la République. Charette, c'est le petit-neveu d'un autre Charette, célèbre grâce au Puy du Fou. Il avait quand même été célèbre un peu avant, j'exagère quand même. Qui lui s'était battu contre les armées de la République pendant la Révolution française et qui avait été fusillé par les armées de la République. Donc là, vous avez son petit-neveu qui propose ses services aux armées républicaines, une espèce de renversement d'histoire, tout simplement parce que pour beaucoup de catholiques, dont fait partie Charette, la guerre de 1870, de manière plus large, est une punition divine qu'il va falloir, il va falloir racheter ses fautes, racheter les péchés de la France en versant son sang, donc en combattant. Alors que ces péchés, quels sont-ils? Avoir abandonné le pape en Italie, avoir profité pendant tout le Second Empire des fêtes du faste impérial, et de manière plus générale, avoir abandonné son statut de fille aînée d'Église. Donc, ces soldats doivent combattre, et à Loigny-la-Bataille, ils vont combattre un vendredi, jour de la mort du Christ, en chargeant derrière une église, en direction d'une église, derrière une bannière sacrée dédiée au Sacré-Cœur de Jésus. Bref, vous avez une thématique sacrificielle, une thématique christique, une thématique de la passion, puisque dans leur esprit, ils ne sont pas en train de charger, ils sont en train de grimper leur Golgotha pour racheter les fautes de la France en versant leur propre sang. Donc c'est là aussi où la bataille de Loigny a différents aspects, un aspect militaire, mais aussi un aspect mystique, qui, lorsque vous viendrez visiter le musée, tous le faire bien sûr, 5,50 € l'entrée, vous allez pouvoir découvrir cette dimension mystique et de sacrifice qui existe à Loigny-la-Bataille. C'est dans cette dimension mystique de rachat des fautes de la France qu'on a également construit le Sacré-Cœur. Construction du Sacré-Cœur, je le précise, qui a été décidée avant la Commune de Paris, mais qui fait partie aussi le fait de racheter les fautes, les péchés de la France, les amants. Je pense que votre conférencier pour la prochaine conférence vous en parlera. J'en reviens à la bataille de Loigny, qui va avoir plusieurs conséquences. C'est que Orléans va à nouveau être occupé par les Prussiens, et deux armées vont se former. Une deuxième armée de la Loire du côté de Main-sur-Loire et Beaugency. Donc on est entre Orléans et Blois, pour vous situer un petit peu. Et une armée de l'Est qui, elle, va aller combattre, comme c'est original, dans l'Est, notamment du côté de Belfort, qui est assiégé, défendu, et qui sera défendu jusqu'au bout par le colonel d'Enfer Rochon. Alors je reviens à mon armée de la Loire, de nouveaux combats éclatent, cette fois-ci dans la région de Main-sur-Loire et Beaugency, et cette armée va être poussée petit à petit, repoussée de défaite en défaite, jusqu'au moment où elle va être battue une dernière fois, et vous allez voir sur la carte que toutes les armées de secours qui avaient été créées par le gouvernement républicain, l'armée de l'Est, l'armée de la Loire, l'armée du Nord, elles vont toutes être battues les unes après les autres.
La guerre n'est pas terminée, mais on est au mois de janvier 71, le 18 exactement, et Bismarck choisit ce jour, qui est l'anniversaire du couronnement du Frédéric de Prusse, et un lieu, la Galerie des Glaces, on y reviendra tout à l'heure, ce n'est forcément pas anodin, pour faire proclamer l'Empire allemand. Et donc Guillaume de Prusse, ici, il était roi de Prusse, il devient également le Kaiser, c'est-à-dire empereur allemand. Et donc là, c'est la carte que vous avez au début de la guerre de 1870, la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Et après la guerre de 1870, en tout cas vers la fin de la guerre de 1870, vous avez l'Empire allemand, l'Allemagne unifiée, qui pour la première fois apparaît sur une carte d'Europe. Avec évidemment de nombreuses conséquences sur la géopolitique européenne, puisque là vous avez un mastodonte qui apparaît au cœur de l'Europe. Le 28 janvier, l'armistice est proclamé dans tout le pays. Il y a une partie de l'Est qui n'est pas concernée, mais peu importe. Et le gouvernement qui était en fuite à Bordeaux, vous savez que les gouvernements français, généralement, quand les Allemands nous rendent visite, souvent du côté de Bordeaux, là en 70 c'est pareil, ils reviennent, mais pas dans la capitale, à Versailles. Alors pourquoi Versailles? Parce qu'à Paris, vous avez une grande tension qui est en train de naître, puisque les Parisiens qui résistent depuis plus de 4 mois à un siège difficile, vous savez qu'à Paris on a mangé du chien, du chat, du rat, pour les plus riches de l'éléphant, de l'antilope, parce qu'on avait fini par zigouiller les animaux du jardin des plantes. Un siège très difficile et on refuse l'armistice. C'est une humiliation que les Parisiens ne veulent pas subir. Et à cela s'ajoute toute une série de mesures antisociales qui sont prises par le nouveau gouvernement français. La solde des soldats de l'armée de Paris est diminuée, les loyers ne sont plus encadrés, enfin, il y a plein de mesures antisociales qui sont prises. Donc Paris va devenir une sorte de cocotte minute qui va exploser le 18 mars 1871. Donc Paris va proclamer la commune de Paris, va faire sécession du reste du pays. Et cette expérience politique va durer 70 jours. Sauf qu'au bout des 66 jours, durant ce qu'on a appelé la semaine sanglante, le gouvernement, l'armée française régulière va rentrer dans Paris et pendant 7 jours va reprendre le contrôle de la capitale, quartier par quartier, arrondissement par arrondissement, barricade par barricade. Et c'est ce qu'on a appelé la semaine sanglante qui va au final, là on a mis 10 000 communards, les chiffres les plus sérieux aujourd'hui sont entre 7 500 et 15 000 communards tués ou exécutés pendant ces combats. Donc c'est une véritable guerre civile qui éclate dans Paris, sous les yeux des Prussiens qui continuent à assiéger Paris, à surveiller ce qui s'y passe. Une assemblée nationale est élue au début du mois de février. Gambetta démissionne et cette nouvelle assemblée nationale, favorable à la paix, va négocier le traité de paix avec les Prussiens. Traité de paix qui va finalement être signé le 10 mai 1871, puisque avec 2 conséquences principales. La première, vous l'avez tout de suite deviné, c'est l'Alsace et une partie de la Lorraine qui vont être annexées, rattachées au nouvel empire allemand, sans aucune consultation des populations locales. La seule possibilité qui est offerte aux Alsaciens ou aux Lorrains, c'est ceux qu'ils souhaitent rester français peuvent, mais doivent quitter le territoire. Et l'autre conséquence pour la France, c'est qu'elle est condamnée à verser 5 milliards de francs or en qualité d'indemnité de guerre. Ce qui est plus en proportion du PIB que ce que l'Allemagne devra verser en 1919. Et la France va réussir à régler cette indemnité de guerre plus rapidement que prévu, parce qu'à l'époque, la France est un pays riche,
qui va faire une souscription, qui va emprunter et qui va pouvoir régler plus rapidement que prévu, ce qui fait que le dernier soldat prussien quitte le sol français en 1873. Et cette guerre va avoir évidemment des conséquences, je vais les évoquer dans quelques instants, mais je voulais terminer par cette photo. Vous avez deux soldats, un français et un allemand, qui se tiennent la main de chaque côté de la frontière, la nouvelle frontière qui a été déplacée, ça vous l'avez compris. Et la particularité de ces deux soldats, c'est qu'ils sont frères. Il y en a un qui est né à Metz avant 1870, quand la ville était française. L'autre est né à Metz après 1870, quand la ville était devenue allemande. Ils ont le même sang, les mêmes parents, mais deux nations différentes et deux armées, deux affiliés. Ils ont prêté allégeance à deux armées différentes. L'histoire ne dit pas s'ils se sont retrouvés sur un champ de bataille l'un en face de l'autre. Alors voilà, à grand trait, cette histoire de la guerre de 1870, mais cette guerre, elle peut se comprendre que dans un contexte plus large de conséquences sur notre histoire contemporaine. Voilà en 1870 comment le Prussien est perçu en France. Bon, il n'y a rien de bien surprenant, hein, vous retrouvez le casque à pointe qui est devenu l'emblème de l'ennemi héréditaire. Juste par curiosité, est-ce que vous savez à quoi sert un casque à pointe? Est-ce que ça a une utilité quand même? Non. Non. Alors la pointe ici est censée dévier la lame du sabre. C'est-à-dire si le soldat est sabré, la pointe va dévier la lame du sabre. Pour le reste, le casque à pointe, c'est comme le képi français en feutre. Le casque est en cuir bouilli, ne protège absolument de rien. Donc voilà, en tout cas, le Prussien est un homme, un croque-mitaine, il mange les enfants, il a un grand couteau, donc ça marche suivant les époques contre tous nos ennemis possibles. Autre humiliation pour la France, c'est la proclamation de l'Empire allemand, je vous l'ai dit, pas n'importe où, dans la galerie des glaces du château de Versailles. Bismarck tenait absolument à ce que ça soit à cet endroit-là, puisque c'était une manière de montrer que l'Allemagne déjà avait pris sa revanche. Avait pris sa revanche sur, alors, rien à voir avec la galerie des glaces, mais sur Iéna, c'est-à-dire sur quand Napoléon Ier a remporté la bataille de Iéna et a occupé les territoires allemands, mais aussi sur les guerres de Louis XIV qu'il a menées contre le Palatinat. Est-ce qu'on peut, à la rive droite du Rhin. Et donc il y a beaucoup de peintures dans la galerie des glaces qui célèbrent ces combats. Et donc c'est une manière pour Bismarck de montrer aux Français, vous avez certes dominé l'Europe au XVIIe siècle, c'est à ce moment-là que la France était dominante en Europe. Désormais la puissance dominante, ce sera l'Allemagne. Et puis l'autre humiliation, c'est évidemment, vous l'avez reconnu, L'Alsace. Louis Michel. Non, c'est l'Alsace, oui, j'ai entendu. C'est une Alsacienne, alors c'est une allégorie évidemment, donc c'est l'Alsace, et alors on ne le voit pas ici, je pense pas que vous le voyez ici, mais il y a marqué « Elle attend ». Alors elle attend quoi? Elle attend évidemment qu'on vienne la libérer, cette pauvre Alsacienne qui porte le deuil d'être rattachée à l'Allemagne. Et donc cette perte de l'Alsace et de la Lorraine, ce souvenir-là va être entretenu par l'école et par l'armée. Vous avez énormément, qui sont les deux grands fondements de la Troisième République qui s'installent entre 1871 et 1879. Et donc, cette République va entretenir de manière plus ou moins virulente, parce qu'il ne faut pas croire que la France a été en permanence tournée vers l'Allemagne entre 71 et 14. Les relations franco-allemandes ont évolué. Mais pendant les périodes de tension avec l'Allemagne, on ressort le souvenir de l'Alsace arraché à la France. Et donc évidemment, quand les tensions internationales se multiplient, pour motiver les pauvres soldats français qui vont aller se faire tuer, 1 400 000 morts en 1914 du côté français, c'est le souvenir de l'Alsace qu'on réveille pour motiver les troupes. Guerre donc remportée, ou en tout cas perdue par l'Allemagne, plus exactement, et où est signé le traité qui met fin à la Première Guerre mondiale, à Versailles, dans la galerie des glaces, Clémenceau ayant insisté très lourdement pour que
le traité soit signé à cet endroit-là, au même endroit où l'Empire allemand avait été proclamé plusieurs décennies plus tôt. Donc vous voyez la force du symbole, et en 1871, la France avait été humiliée par la défaite. En 1919, c'est la même chose, mais de l'autre côté. L'Allemagne condamnée à une forte indemnité, qui perd des territoires, mais surtout des colonies, et qui va voir prospérer sur ce sentiment d'humiliation, mais aussi et surtout d'ailleurs sur une grave crise économique qui va voir arriver de manière démocratique à son pouvoir le parti nazi et Adolf Hitler. La suite, malheureusement, on la connaît. Nouveau conflit avec la France, mai 40, nouvelle occupation du territoire national. Et donc on en arrive en 1954, 10 ans après la libération du territoire, où quand on évoque le projet d'une armée européenne commune, projet qui est toujours plus ou moins dans le carton, enfin, qui ressort de temps en temps, mais sans vraiment que ça aboutisse, et vous en avez qui sont favorables, puisque 1870, 71, 14, 18, 39, 45, 3 guerres, ça suffit, plus jamais ça, un discours de paix, un discours pacifique si vous voulez être plus nuancé. Et en face, vous avez encore des réactions hostiles à l'Allemagne, très hostiles, puisque l'armée européenne reviendrait à réarmer la Wehrmacht, réarmer les SS, et donc on rappelle les massacres liés à la Shoah. Donc il y a les camps de concentration et d'extermination qui sont cités. Et évidemment, on évoque aussi le souvenir des exactions, notamment contre la résistance et les populations civiles, au Radeau, le Vercors et Châteaubriand. Alors comment on en sort de ce cycle mortifère de guerre, revanche, guerre? Grâce à la construction européenne, mais aussi grâce à la réconciliation franco-allemande initiée par De Gaulle et Adenauer, poursuivi par Mitterrand et Kohl. Vous avez des couples franco-allemands. Ici, vous avez Mitterrand et Kohl qui se tiennent la main à Verdun. Donc, c'est sous leur présidence qu'on va commencer à évoquer le souvenir des guerres, pas la Seconde Guerre mondiale, mais la Première. Et puis, donc, je vous disais, la construction européenne qui a permis, malgré tous les reproches qu'on peut faire à l'Europe, et il y en a sûrement de nombreux, de maintenir en Europe de l'Ouest une période de paix dont la durée est à ce jour inédite. Ça fait 76 ans que l'Europe de l'Ouest n'a pas connu de conflit sur son sol. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que cette période est aussi longue. Ce qui en dit long sur notre histoire commune. Et donc évidemment, nous, notre but au musée, c'est de rappeler cette situation, de rappeler ce que c'est que cette guerre de 1870, mais aussi de rappeler ses conséquences sur notre histoire contemporaine, et sans pour autant nier ou occulter ce qui s'est passé. Et vous avez cet événement qui s'est déroulé en 2013, pardon. Vous avez donc le président français de l'époque, François Hollande, le président allemand, et un des derniers. Alors peut-être savez-vous la photo a été prise? Non. Alors au Radour-sur-Glane, dans l'église où avait eu lieu ce terrible massacre, et entre les deux, vous avez le petit garçon qui à l'époque avait réussi à s'échapper et à survivre. Et en 2013, c'est l'un des derniers survivants, il est mort depuis, je crois, qui est encadré par un président français et un président allemand. Et donc, dans ces lieux qui sont symboles de la pire horreur qu'il soit, rappeler que Français et Allemands ont réussi à se réconcilier, ont réussi à construire un avenir commun, sans oublier les drames du passé, c'est un petit peu ce qu'on essaye de, nous, à notre manière, de perpétuer au musée. Pour rappeler à chacun, et là c'est une vision de l'ossuaire de Loigny, que la guerre c'est ça. Sans détour, sans circonvolution. Vous avez ici l'ossuaire de Loigny, vous avez 1260 soldats français et prussiens qui reposent depuis 150 ans. Et donc c'est ce qu'on essaye de transmettre, notamment aux jeunes générations, aux jeunes ou aux moins jeunes, en rappelant que la paix, c'est bien de le rappeler souvent, que la paix n'est pas un bien acquis ad vitam aeternam, et qu'il faut notamment
l'enrichir, la sauvegarder, et c'est ce qu'on essaye d'enseigner aux jeunes futurs, notamment futurs citoyens. Je vous remercie. Juste de petits commentaires sur la photo. Beaucoup de crânes sont transpercés. Ce sont des traces de balles. Il faut savoir qu'à l'époque, je vous l'ai dit tout à l'heure, le képi français, le casque à pointe prussien ne protège de rien, mais les nouveaux fusils permettent de combattre couché. On peut recharger couché. Avant, on était obligé de recharger debout. Ce qui fait que la seule chose qui dépasse, souvent, c'est la tête. Et autre chose qui fait aussi écho à ce que je disais il y a quelques instants, vous avez des crânes avec des dentitions en très bon état, ce qui suppose des soldats jeunes, très jeunes. À Loigny, vous avez certainement des soldats qui ont combattu entre 15, 16, 17 et 18 ans. Ce qu'on essaye de rappeler là aussi à nos jeunes générations. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Oui. Il me semble, j'ai mal vu, que justement au musée de la bataille, il y a peu d'allusions à cette présence dans l'église de Loigny de restes mortuaires, de ossements. Est-ce que je me trompe? Si on n'y fait pas référence? Oui. Alors Il l'église, se peut que rien ne nous indique, c'est juste une petite critique, rien ne nous indique dans le musée qu'on peut visiter cette église, et c'est un peu par la bande, si vous voulez, que j'ai appris qu'il y avait effectivement dans l'église de Loigny un ossuaire de la guerre. Peut-être vous pourriez mettre un peu plus l'accent là-dessus en disant que dans le musée, après le musée, allez donc voir, est-ce qu'elle est ouverte cette église en permanence? alors l'église fait... vous avez visité le musée récemment? Oui, c'était l'année dernière. Ah, bon alors vous êtes peut-être tombé, je gronderai la personne, mais à l'accueil on vous dit d'emblée de visiter donc le musée. Pour expliquer aux gens qui ne l'ont pas vu, vous avez le musée qui est collé à l'église. Et le musée, l'église fait partie du parcours de visite, et donc on invite les gens normalement à aller dans l'église, à visiter la crypte. Alors peut-être que c'est pas arrivé avec vous, et je vous prie de nous en excuser, mais évidemment que l'église fait partie du parcours de visite, et que l'image qu'il y a là donne évidemment tout son sens à notre mission. Donc je leur dirai merci de m'avoir prévenu, en tout cas je ferai remonter l'information. Moi j'ai une petite question, mais en dehors de la guerre de 1870, à un moment donné vous avez dit que Napoléon III était un des 4, donc la roi de France, voilà, qui avait été fait prisonnier pendant une bataille, donc, et c'est qui les 3 autres alors? François Ier peut-être? François Ier à la bataille de Pavie, Jean II à la bataille de Poitiers, et le dernier c'est, le plus évident, Saint-Louis. Pendant les croisades. C'est ça. Merci. Oui. Je me permets de poser une deuxième question. Allez-y, je vous en prie. À propos de la mémoire collective de cette guerre de 70. Oui. Parce que, bon, souvent le souvenir qu'on a un peu des batailles de la guerre de 70, en l'occurrence Gravelotte, Reichshoffen, Bonn. Pourquoi? Parce que Nazi il est mort là, sinon personne n'aura l'idée de ça. Et je dois dire que Loigny la bataille, comment parle pas trop. Et justement ce que j'aimerais savoir, quand vous avez fait votre musée, est-ce que parmi la population des environs, vous avez pu déceler des souvenirs, une mémoire de ces combats qui ont eu lieu en 1870. Une mémoire qui est relativement plutôt enfouie. Si vous sortez dans la rue et que vous faites un sondage, qui connaît la guerre de 70, qu'est-ce qui s'est passé, qui a gagné, ça commence quand, ça finit quand, vous allez avoir des réponses, vous allez avoir peut-être 10% de la population qui la connaît, j'espère.
Donc on a à peu près cet ordre-là. Le dernier souvenir, je pense que c'est vraiment les personnes très âgées qui sont 80-90 ans, qui ont connu leurs grands-parents, qui ont connu la guerre 70. Parce que finalement, c'est pas c'est pas si vieux que ça comme événement. On en est à 4 générations. Donc moi j'ai des gens j'ai fait une visite pour un EHPAD un jour, et la dame vient me voir, elle me dit moi j'ai connu, mon grand-père a vu brûler la ferme qui est là. Je me montre la ferme de l'autre côté de la rue. Et pendant un instant je me suis dit non mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et puis moi j'ai recalculé, et je lui en ai parlé, il m'a dit oui, ma grand-mère m'a raconté, mon grand-père m'a raconté, il avait 7 ans, il avait été évacué du village parce que les combats étaient imminents, il a vu la ferme brûler. Il y a une autre dame qui m'a raconté que sa grand-mère lui avait dit qu'il fallait dès les Prussiens arrivaient, on devait se cacher dans la cave, parce que comme je vous ai montré l'image tout à l'heure, les Prussiens mangent les enfants. Voilà, donc on a comme ça des petites histoires qui remontent, mais de manière globale, si vous prenez la population globale, la guerre de 1870, c'est une chose. Oui, parce que je suis très étonné, je ne vais pas vous raconter une histoire, mais mon arrière-grand-mère est originaire de Terminier, donc à quelques kilomètres. Hein. Oui. Toute ma famille est originaire de Songeville, donc à quelques kilomètres aussi. Donc, si vous voulez, j'ai été très étonné quand j'ai découvert, vous voyez, la bataille de ce secteur, de n'en avoir jamais entendu parler. J'ai un grand-père qui était né en 1890, donc c'est 20 ans après. J'aurais pu penser que ses parents, on aurait pu lui parler, parce que c'était des gens nés, disons, dans les années 1860. Or, je n'ai jamais entendu aucune allusion à cela pour une bataille qui a lieu à quelques kilomètres de chez eux. Et j'ai l'impression que c'est un peu le cas partout, c'est-à-dire que le souvenir de cette guerre de 70... L'autre, c'est assez facile déjà, la mémoire s'estompe avec le temps, mais c'est surtout qu'il y a la Première Guerre mondiale qui est passée entre les deux, et qui est une guerre qui a fait... Alors, il y a 140 000 morts en France pendant la guerre de 70. Il y en a 1 400 000 pendant la guerre de 14-18. Donc, la guerre de 14-18 a concerné tous les territoires, pas parce qu'il y a eu des combats, mais parce que toutes les familles ont été touchées. On a tous dans nos familles un arbre généalogique qui s'arrête à un moment donné parce que mort au combat. Et puis la mémoire nationale, la mémoire organisée qui existe après 70, on a quelques monuments qui sont construits, se généralise après 14-18. 14-18 qui est aussi, entre guillemets, une victoire, et qui a estompé la défaite de 70. Il y a beaucoup de gens encore qui me demandent, et j'avoue que j'ai toujours pas compris pourquoi on me posait cette question, mais pourquoi vous faites un musée sur une défaite? J'avoue qu'à chaque fois je bloque dans ma réponse parce que les conséquences. Ça a été assez occulté quand même, hein, cette défaite, même l'origine de Napoléon III. À l'école, à l'école communale, on n'en parlait pas spécialement. C'était vraiment comme la guerre de Vendée, hein, c'est un truc qu'on envoie de parenthèse. Hein. Alors le régime de Napoléon III a été victime d'une légende noire, ça c'est indiscutable. Ne serait-ce que chercher dans Google une adresse, une rue, une place, Napoléon III, vous n'en trouverez pas. Il y en a une à Paris, à ma connaissance. Le reste, il n'y en a pas. Donc forcément la République a éteint le souvenir du Second Empire. Et la guerre de 70, la mémoire a été maintenue, mais pour préparer la revanche. Et elle a été maintenue sous une forme, alors c'est dommage, je vais regarder s'il y en a. Mais la mémoire, notamment Loigny par exemple, c'est une mémoire qui a été entretenue parce que ça a été une défaite glorieuse. La charge des oeufs pontificaux, le sacrifice des oeufs, le calvaire du général de Sonis, c'est l'événement héroïque qui relègue au second plan la défaite. Il y a un tableau très célèbre pour la bataille de Sedan, qui est le tableau Les Dernières Cartouches. Je ne sais pas si vous parle.
à Bazeilles. Là aussi, la défaite de Sedan, c'est l'une des pires défaites de notre histoire. On a un empereur capturé, un pays qui s'écroule, enfin bref. Mais pourtant, on a retenu des soldats enfermés dans une auberge qui combattent jusqu'à la dernière cartouche. Donc là, ça a été une mémoire guerrière en fait pour préparer les esprits à la revanche de 1914-1918. C'est ça qui est intéressant de voir à cette époque. Moi, je parlerai simplement des clubs de gymnastique. Oui. Enfin, ça, c'est en Picardie. Et donc, dans les villages, une des raisons de la défaite, c'était que les troupes prussiennes, enfin les troupes en face, étaient mieux entraînées. Oui. Et donc, avant 14, mon père faisait partie du groupe de gymnastique du village. Enfin, du groupe de gymnastique avec ce qu'on peut imaginer comme ingrédients tout autour. Et dans un village, en plus c'est dans le Lot, ça, dans l'école, vous avez, enfin dans une annexe de l'école, vous avez les fusils en bois qui sont là pour les entraînements, etc. Les fameux bataillons scolaires avec donc les seuls. Je ne sais pas si je l'ai ici. Sinon je vais vous le retrouver. Alors le tableau, les dernières cartouches, c'est celui-ci. Tableau célébrissime autour de la guerre de 70. Donc voilà, l'héroïsme des soldats français qui se battent jusqu'à la dernière cartouche. Le sport, vous avez tout à fait raison. Je vais vous donner qu'un seul exemple. Bon, voilà, c'était une conférence sur Orléans, donc évidemment, ça va pas vous. Ça va pas vous parler beaucoup, mais moi qui aime bien le football, vous avez à Orléans, ça s'affiche pas, c'est pas grave, un club qui s'appelle le Club Arago, qui est l'ancêtre du club de foot d'Orléans actuel. Et Arago, c'est le nom d'un soldat, d'un officier qui a été tué pendant la guerre de 1870, pendant la défense d'Orléans. Et les premiers clubs de foot, les premières compétitions sportives, tout ça se développe après la guerre de 1870, puisqu'il faut prévoir un bon soldat, un bon citoyen, donc bien patriotique, un bon soldat, et un bon soldat, il doit être fort physiquement, donc on va développer du sport. Donc la gymnastique à l'école, c'est aussi pour ça que se développent les premiers événements sportifs. On a couru Paris-Roubaix le week-end dernier, c'est créé entre 1870 et 1914. Le Tour de France, les Jeux Olympiques, etc. Bon, même si les Jeux Olympiques a une dimension plus pacifique à la base. Mais effectivement. Autre exemple de mémoire entre guillemets instrumentalisée, la médaille commémorative sur la guerre de 1870-71. Alors avec un ruban de deux couleurs, le vert et le noir. Le noir, c'est le deuil de la défaite. Le vert, c'est l'espoir de reconquérir les territoires perdus, dont porte le deuil, là aussi la présence du ruban noir. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que cette médaille, il a fallu 40 ans pour que l'État la mette en place et la distribue aux vétérans 70-71. En 1911, il y en avait déjà un certain nombre qui n'étaient plus là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a justement été créée en 1911, à une période de tension très très forte avec l'Allemagne, notamment autour du Maroc, etc. 3 ans avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Donc vous voyez là aussi qu'on est dans la mémoire, qu'on instrumentalise l'histoire pour préparer les esprits à un but bien précis, en l'occurrence la revanche contre l'Allemagne. Je voulais vous montrer quelque chose, mais j'ai oublié votre... Ah oui, si. Par contre, à Varise, oui. Il y a un très beau monument oui. Par rapport à la guerre de 70. Il est de quelle époque? Il était construit quand? Alors le monument, la date comme ça, je ne saurais pas vous dire. Alors Varise, pour expliquer, parce que je pense qu'il y en a qui ne connaissent pas le nom du village. Varise est un petit village situé sur la route de Châteaudun. Voilà. Vous voyez Châteaudun à peu près au sud de l'Eure-et-Loire. Un village au sud de l'Eure-et-Loire. Village traversé par une division qui se rendait à Châteaudun, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour assiéger la ville et combattre les francs-tireurs. Et sur le trajet, ils ont été harcelés par des francs-tireurs. Et donc les deux villages en représailles ont été brûlés.
Et donc il y a un monument qui a été construit sur le long de la route pour rendre hommage à cette défense. La date exacte, là comme ça, j'avais... Parce que il paraît, il y a dû être fait peut-être dans les années, peut-être avant 14, j'en sais rien. Mais en 40, les Allemands, quand ils sont venus, ce qui me surprend, c'est qu'ils ne l'ont pas détruit, parce que ce qui est écrit dessus, c'est pour flatteur pro, quand même. Non, c'est vrai, vous avez raison. Alors, il n'a pas été détruit, reconstruit, non? Non. C'est étonnant qu'il ait été détruit. Hein. Il n'a pas été détruit, le musée de Loigny n'a pas été pillé. On a gardé tous nos casques à pointe, je suis très heureux. Je crois que par contre, Châteaudun, ils s'y sont passés. Mais là, par contre, je sais pas. C'est vrai que c'est une bonne question parce qu'on peut très bien se dire. Châteaudun, ça a été pas mal brûlé aussi, je crois. Châteaudun a été brûlé très largement. Autre tableau que je voulais vous montrer, donc quand on parlait tout à l'heure de l'école, parce que si j'ai bien compris, on a un ancien directeur d'école. Alors vous n'avez pas, vos élèves n'étaient pas en uniforme, j'imagine. Non, non plus. Là vous voyez, ils sont en uniforme, et surtout le hussard noir de la République montre la carte de France, et sur cette carte de France, il y a une tache noire qu'il faudra nettoyer, c'est évidemment l'Alsace et la Lorraine. Et alors, premier pilier, l'école, deuxième pilier, l'armée. Vous avez ici des conscrits de la Troisième République qui passent la nuit sur le champ de bataille pendant leur service militaire et ils rêvent à des soldats victorieux, les soldats victorieux de la Révolution, des soldats victorieux de l'Empire qui vont prendre leur revanche contre l'ennemi. Donc là aussi, autre exemple de revanchisme assumé. Donc ça c'est la prêche, je vous en ai parlé tout à l'heure. Les soldats qui combattent. Oui. Vous disiez, monsieur, que les gens sont assez peu sensibles à Loigny-même, à se souvenir de la guerre, et pourtant sur la place, il semble me souvenir qu'il y a, à côté du monument aux morts de 14-18, que tout le monde connaît, il y a un autre monument aux morts, quelques mètres plus loin, qui est celui de 70. Donc les gens doivent bien se demander pourquoi le monument aux morts. Parce que tout près d'ici, par exemple, la Bruyère, il y a aussi, il y a aussi un monument de 70, mais qui a été réutilisé, semble-t-il, pour 14-18, c'est le même. Tandis que là, à Loigny, il me semble que ce sont deux monuments à quelques mètres de distance. Les gens du pays doivent bien se poser des questions et se demander pourquoi il y a deux monuments là. Oui, mais les gens ne sont jamais trop curieux de nature. Et là aussi, si vous faites un sondage, je pense qu'on sera très déçu, pas surpris, mais déçu quand même du résultat. Sachant qu'il c'est pas le seul monument, il y a 10 monuments sur le champ de bataille, un peu plus. Des monuments d'aspiration laïque comme celui que vous citez, qui est une sorte de monument mort type 14-18, plus des monuments religieux qui célèbrent le sacrifice des œuvres pontificaux, donc une croix, une colonne avec le Sacré-Cœur de Jésus, donc il y a énormément de choses qui interpellent. Après, c'est la curiosité des gens qui pousse, qui fait ou pas, qui vont fixer la question. Après, il y a aussi le fait qu'il faut avoir une occasion de passer à Loigny à l'hôtel. C'est une autre affaire. Alors, il y a un petit village dans la Nève où en fait ils ont fait ériger une chapelle parce qu'ils avaient fait un vœu que si les chrétiens ne venaient pas jusqu'à leur village, ils feraient cette chapelle. Vous connaissez la basilique la plus célèbre de France qui a été faite sur ce vœu-là, à Lyon, la basilique de Fourvière, c'est ce vœu-là. Lyon ayant été épargné par la guerre de 70, la basilique de Fourvière a été élevée. Si vous allez à Wörth, vous avez dans les champs tout autour une multitude de monuments en mémoire des Prussiens qui se sont fait abattre. Mais la deuxième question que je voulais vous poser, c'est la Prusse est encore présente en mai 1871, au moment de la Commune, et à quel moment les troupes allemandes quittent-elles le territoire définitivement? Alors le dernier Prussien en 73, quand les indemnités de guerre sont payées, c'est le dernier Prussien qui quitte le territoire. Plus rapidement que prévu, puisque l'indemnité de guerre va être payée avec de l'avance sur le calendrier.
Et en 18, alors les Allemands, ils l'ont payé complètement leur dette? Non. Ils n'ont pas payé. Ils ont fini en 84. Ça devait être fini en 84, je crois. C'est vrai que Il y a d'autres questions? Il semble bien, ça je vous demande à l'Assemblée, pas à vous, à Longpont qui est donc juste à côté, il me semble bien qu'il y a des soldats prussiens qui sont enterrés à cet endroit. Qu'il y avait un hôpital, enfin, quand Paris était entouré, il y avait un hôpital allemand, prussien, disons. Et donc il me semble bien qu'il y a des tombes dans le cimetière de Longpont, donc à quelques kilomètres. Donc j'ai vérifié. C'est tout à fait probable. Hein. Enfin, ça serait pas surprenant. Alors le territoire envahi pendant cette guerre-là, Oui. ça va jusqu'en Normandie, non? Non, à peine. Alors ça va jusqu'au bas du Cotentin. Ouais. Ça laisse le nord tranquille et chez nous, ça, moi, je peux vous montrer une carte. Je peux vous montrer le site. Ça fait quoi? Un tiers du territoire? Un quart? Un quart, ouais. Un quart du territoire. Je ne sais pas si j'en ai. Non, je ne vais pas en avoir. Donc, sur mon serveur. C'est allé jusqu'au Mans? Jusqu'au Mans, ça n'a pas touché la Bretagne, ça n'a pas touché le Cotentin. Ça remonte sur une ligne, alors non, géographie du Nord, je ne sais pas très bon, mais Saint-Quentin. La Picardie, oui. Voilà, la Picardie. Et puis après tout un grand quart est qui va à la frontière avec la Prusse au nord jusqu'à quasiment Dijon. Et après ça remonte le cours de la Loire à peu près. Donc, avec des occupations plus ou moins denses aussi. Entre les territoires qui ont été occupés et puis les territoires qui ont été traversés, il y a une petite différence, mais c'était. Les Prussiens sont rentrés quand même assez profondément vers l'ouest. Et vous, par exemple, vous avez des relations avec les professeurs d'histoire? Est-ce que vous faites des interventions dans l'école? Alors on invite tous les scolaires à venir. On a des ateliers pédagogiques, des visites guidées adaptées pour les scolaires, des ateliers pédagogiques qui évoquent la guerre de 70, mais aussi au-delà, notamment la construction européenne, l'apprentissage de la République qui découle aussi de la guerre de 70, l'apprentissage de la République après la construction européenne. On évoque aussi la laïcité, on évoque les deux conflits mondiaux, donc on évoque vraiment un champ très large. Et donc oui, effectivement, on invite les scolaires à venir pour essayer de lui transmettre ce message-là, de raconter que l'histoire, c'est comme le rétroviseur d'une voiture. De temps en temps, il faut quand même regarder derrière pour conduire en sécurité. Et bon, c'est ce qu'on essaye de leur transmettre. Et ça fonctionne assez bien parce qu'on a des objets assez étonnants et on a une histoire assez surprenante. Quand ils apprennent qu'ils ont eu des conflits à l'endroit où ils vivent tous les jours, ça les interpelle. Je ne sais pas si ça les intéresse, mais en tout cas ça les interpelle. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'à l'école, je ne sais pas si je suis là, plus jeune peut-être, hein, 55 ans. Et c'est vrai que je confirme qu'à l'école, moi, je n'avais jamais entendu parler. Qu'est-ce qu'on a bouffé la première, la dernière guerre mondiale, la deuxième, c'est tout. Le reste m'intéresse à l'histoire que maintenant. Moi. Généralement, la guerre de 70 à l'école, on la connaît plus par la littérature que par l'histoire. La débâcle de Zola, le Dormeur du Val de Rimbaud. Généralement, les premiers contacts, enfin moi, ça a été ça. Le Dormeur du Val, ça se passe pendant la guerre franco-prussienne. C'est quoi ça? Alors qu'en histoire, non plus, je ne l'ai pas vu. Ah ouais, c'est pour ça. Et du coup, oui, vos musées et vous-même, en tant que directeur, si j'ai compris, c'est pas que localement de proposer aux classes, c'est justement que l'histoire soit apprise mais chronologiquement dans toutes les écoles, quoi.
Donc, je ne sais pas, est-ce que vos PowerPoint, vos vidéos comme ça, ne peuvent pas être diffusées un peu plus pour que les enfants, justement, ils accrochent, mais dans toutes les écoles? Alors nous, on pourrait faire des interventions dans les écoles. Après, moi, j'y suis pas favorable dans le sens où je veux que les enfants viennent au musée. Que ça soit qu'au moins à travers l'école, ils viennent au musée. Qu'ils fassent que symboliquement, ils aient franchi la porte une fois, qu'ils se rendent compte que c'est un lieu qui n'est pas un lieu mystique, mythique, et qu'ils puissent voilà, se familiariser avec cette pratique. On vit dans un pays où il y a quand même beaucoup de familles qui ne vont pas une seule fois dans l'année au musée. Oui, non, je sais bien. Donc c'est pour ça que j'allais dire, c'est les parents, les enfants à être curieux. Autre chose, bon là, pour un petit adulte, ça ne me dérange pas de faire des conférences, d'intervenir, parce que c'est aussi un moyen de faire connaître le musée. Et vous avez ensuite les moyens d'y retourner. Donc, mais il y a aussi le rapport à l'objet qui est un rapport, enfin chimiquement, il faut voir un objet pour qu'il se passe quelque chose. Ça m'embête un peu pour des enfants de diffuser face à un écran qui typologiquement reste un mur quand même, alors que quand ils ont l'objet en face, il se passe quelque chose. Donc je préfère, j'aurais plus de succès en allant dans les écoles parce que c'est plus facile pour les enseignants, mais je préfère que les enseignants viennent avec leurs élèves pour se rendre compte sur place. D'autant qu'on a la possibilité de visiter le musée, l'église, l'ossuaire, et qu'on a aussi un parcours accessible ici aux visiteurs individuels en réalité virtuelle, ce qui permet de reconstituer avec une tablette les combats à l'endroit où ils sont passés directement sur le champ de bataille. Donc on a une approche aussi ludique qui est plutôt pas mal. Excusez-moi, j'ai vu une amie qui a écrit une monographie sur les soldats de 70 et elle nous a dit qu'une bonne partie des soldats dans sa région, côté de Saône, n'avaient pas de bottes, ils n'étaient pas chaussés. Oui. Les soldats étaient obligés d'aller détrousser des cadavres pour pouvoir avoir les pieds au chaud. Mais vous avez un peintre qui s'appelle son prénom, Lançon. Il y a pas mal de reproductions sur. Je vais vous en montrer une, c'est dans les mémoires. Un des tableaux du peintre que j'évoquais. Et si vous regardez les soldats, ils sont pieds nus. Parce que ils ont été. On leur a enlevé leurs bottes, leurs chaussures, leurs guêtres, parce qu'on manquait de tout. Du côté prussien aussi, j'ai appris ça récemment, qu'ils n'avaient pas. Ils étaient sous-équipés, donc la seule solution c'était. Donc au mois d'août, quand il fait 35 degrés, ça passe. Mais à Loigny, la température est descendue à moins 20 degrés la nuit qui a suivi. Et en plus, les Français n'avaient pas le droit de faire le feu, parce que ça permet l'état-major considérait que c'était un moyen pour l'ennemi d'identifier leur visite. Alors que les Prussiens, ils avaient le droit. Et Bazaine, ils étaient encerclés, il avait combien d'hommes? 110 000. Donc c'était presque la moitié de l'armée française. C'était plus de la moitié. Et des armées de métier, enfin des soldats de cet métier. Alors que les soldats qui ont été engagés ensuite étaient des soldats avec qui on a donné des hommes à qui on a donné un fusil plus que des soldats, qui auraient pu s'aguerrir aux côtés de vieilles troupes, mais qui n'ont pas eu l'occasion, puisque la plupart des vieilles troupes ont été soit faites encerclées dans Metz, soit faites prisonnières à Sedan. Et quand vous dites aussi les francs-tireurs et tout ça, là, après les Gambetta, qui se sont équipés d'armes qui venaient de plusieurs pays différents, en fait, ils devaient être en rupture de cartouches aussi. Alors pas en rupture, mais imaginez que vous avez une armée avec 10 fusils différents, 10 cartouches différentes. Ouais, c'était horrible. Pour l'approvisionnement, c'est juste. Cauchemardesque. Voilà, c'est ça, il faut pas. Donc non, c'était une guerre
très compliqué sur tous les points de vue, notamment de l'approvisionnement. Bien, je pense qu'on va pouvoir terminer comme ça. Eh bien, parfait. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci aux conférenciers surtout. Et puis peut-être dans un mois, donc c'est le 9 novembre, je crois. Mardi 9 novembre, donc ce sera sur la commune de Paris. Merci beaucoup.